Je remercie, merci beaucoup à Sarah puis Arjun d'avoir lancé la journée, le colloque. La table ronde commence maintenant. On va enregistrer la plupart des sessions pour qu'on puisse les mettre à disposition des participants, puis les tables rondes comme celle-ci pour le public aussi. Donc, si vous me voyez arrêter l'enregistrement et le repartir, c'est pour ça, c'est pour faciliter la tâche pour le téléchargement, et pas avoir des fichiers énormes sur nos ordinateurs. On a voulu lancer le colloque avec une discussion qui porte sur les relations des communautés francophones aux peuples qui nous ont permis de nous installer ici. Les francophones se trouvent dans les prairies du fait de l'aide, d'alliances, de l'hospitalité, de l'orientation de la part de guides, de familles, de communautés entières qui les ont accueillis au départ, sans qui les premiers Européens ici, les premiers Canadiens ici, n'auraient pas pu vivre dans les prairies ni créer des liens économiques qui a permis l'arrivée de ce qui a éventuellement devenu le Canada. Du fait des traités, du fait du CRIP, par lesquels le gouvernement du Canada s'est emparé du territoire pour le redistribuer aux colons, dont aux francophones, ce territoire a aussi été pris par le gouvernement du Canada. Il a aussi été pris par l'entremise des pensionnats pour enfants autochtones qui ont souvent été opérés par les mêmes Franco-Canadiens qui soutenaient et qui étaient soutenus par les communautés francophones établies à l'époque. Donc, si nous nous réunissons sur la table du traité 4 ici, traité 1 à Saint-Boniface, puis différents traités pour plusieurs d'entre vous ici, nous devons nous rappeler, comme le dit Sheldon Krasowski, que la terre demeure autochtone, que la terre n'a pas été cédée. Et nous ne devons pas oublier que nous nous réunissons sur un territoire non seulement traditionnel, mais aussi un territoire point à la ligne des premiers peuples. C'est pour ça que nous avons invité Normand Fleury, Catherine Lemire, Paul Garot et Nathalie Kermoal, qui ont chacune et chacun des relations différentes aux Michif, aux citoyennes et citoyens des Premières Nations et aux communautés francophones dans les prairies. Pour la table ronde de cet avant-midi, nous avons convenu ensemble, à 5, des sujets à discuter autour de la question de la vie ensemble, dans la différence, tenant compte de l'histoire et du présent, des différentes positions au sein des peuples qui pourraient cohabiter si ce n'était du colonialisme et du racisme. Donc, je suis très reconnaissant pour leur présence. Au lieu de les présenter moi-même, j'ai demandé à chacun des intervenants de se présenter avant de commencer. Je vais passer la parole à Normand Fleury, qui est très aimablement accepté de nous parler pour commencer aujourd'hui. Normand. Bonjour à tous. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous autres aujourd'hui comme un aîné de la nation des Métis. Aussi, comme je travaille à l'Université à Saskatchewan, puis je suis l'aîné qui avance notre langue, le Michif. Puis je travaille, puis j'ai enseigné les premiers langues étudiants à l'Université de Brandon, la langue Michif Crédit. Première fois, moi j'ai écrit aussi le premier livre Michif, le dictionnaire au Canada. Aussi, j'ai fait un dictionnaire ici à Saskatoon de Gabriel Dumont, Institut de 11 500 mots. Puis là, on t'a après faire ça en phrases. Moi, je suis un pépère, un mochum. J'ai des enfants, puis j'ai petits-enfants, puis je suis un oncle, un grand-père. J'ai des cousins, des cousines. J'en ai plus d'oncles, ni tantes, ni pépères. Mes mères sont tout partis. Ça fait que nous autres, on se rencontre parmi nous autres, les cousins et les cousines. C'est notre force de notre langue, notre culture, notre manière. Est-ce que vous voulez que je conte mon histoire maintenant ou c'est juste une introduction, ça? C'est bon comme ça. Vous pouvez passer aux questions plus larges un peu dont on avait discuté. Parce que j'ai quelques minutes à parler, là. C'est le temps que je fais mon introduction puis je parle à la parole de mon histoire maintenant. Oui, allez-y maintenant, oui.
OK, merci beaucoup, parce que quand vous avez dit les introductions, je pensais que je n'avais pas de temps, mais Non, tout de suite, là. vous avez le temps, allez-y, on a une bonne vingtaine de minutes. Moi, je suis un parleux. Moi, j'aime ça parler. C'est notre manière, les vieux méchifs, là, on parle, on compte nos histoires là, aux tables rondes, qu'on parle aujourd'hui, la table ronde. Moi, je suis chez nous, là, à Saskatoon maintenant, dans ma maison. C'est ma fille qui, le technologist, comme ça, elle m'aide, là. Puis, elle me donne de l'eau, puis elle me donne du thé, puis si j'ai faim, elle va me soigner aussi. Ça fait que c'est notre manière de vivre. On s'aide un à l'autre. Ça fait que moi, à mon âge, j'ai 73 ans maintenant. J'ai fêté le mois de mars, le 21 de mars. Puis quand j'ai venu au monde à Saint-Lazare, ma place de naissance, Saint-Lazare, Manitoba. Puis moi, je suis un des... Mon histoire, c'est les métis, les méchifs. C'est long à compter une histoire de vie dans 20 minutes. T'sais. Il faut que je le fasse, mais ça ne me donne pas assez de temps. C'est pour compter mon histoire. C'est pas fair, comme on dit en anglais. Mais je veux m'exprimer, veux compter, puis je veux compter mon histoire. Les vieux méchifs chez nous, là, on parlait le français, nous autres. Je vais vous donner un exemple. Nous autres, on parlait le méchif chez nous, c'était pas pareil pour les Canadiens et les Français. On avait notre langue, nous autres, notre même. Nous avons fait notre langue, nous autres. C'était pas un patois, c'était pas un jargon, c'était la manière qu'on parlait. Il y a des places encore aujourd'hui qui parlent ces langues-là, mais c'est plutôt les vieillards qui parlent le vieux monde, comme à Saint-Laurent, Manitoba, à Saint-Vital, à Saint-Norbert, à Saint-Lazare, à Sainte-Madeleine, puis à Saint-Ambroise, Sainte-Rose, Sainte-Émilie, Sainte-Clara, Boggy Creek. Puis dans le Saskatchewan, c'est à Duck Lake, à Saint-Louis, à Saint-Laurent, de Grandin, Lac de Cheval, Batoche, Prince-Albert. Toutes ces places-là, puis il y en a encore aussi à Alberta-Saint-Paul. À Alberta, il y a des places où est-ce que la force de la communauté était, où est-ce qui était la force de la communauté, la langue a resté là, puis est encore là. Mais aujourd'hui, la langue historienne, c'est différent que la langue qu'on enseigne dans les écoles. Nous autres, on n'a jamais été, on n'a jamais eu la permission de rentrer dans les écoles parce qu'à Saint-Lazare, il y avait toujours le superintendant, c'était anglais, puis l'école, c'était en anglais. On avait juste une demi-heure de temps de parler notre langue. Puis le catéchisme, c'était pareil. On n'avait rien qu'une demi-heure. Mais aujourd'hui, à Saint-Lazare, où est-ce qu'il y a ma place de naissance, c'est une école immersion jusqu'à grade 12. Mais j'ai laissé chez nous, quand j'ai quitté Saint-Lazare en 1973, là, ça fait beaucoup de changements. Ça a évolué où est-ce que nous sommes une partie de la communauté maintenant, plus dans le village. Le maire a été un métis. Il y a un magasin ma grand-nièce a le magasin pour mon grand-neveu à Saint-Lazare. Ça fait qu'il y a des changements, beaucoup, beaucoup de changements. Mais dans les communautés où principalement qu'il y avait des méchifs alentour de Saint-Vital, où Louis Riel, c'est sa place de naissance, Saint-Norbert, où mon grand-grand-père Alexandre Vermette naît. C'était tous des villages qui parlaient plusieurs langues. Les métis parlent plusieurs langues parce que nous autres, nous avons été parmi les traités, là, on était des commissionnaires, on était toujours des mediators, comme on dit, là, entre la relation entre les Anglais puis les Premières Nations quand les traités ont... Parce que nous autres parlons le français, c'était notre langue depuis notre naissance. La langue est venue avec les voyageurs, la langue est venue avec les missionnaires. Ça a été introduit. Puis quand nous avons fait nos distinctions, nous autres, comme les méchifs, là, comme le mot métif, ça vient de la France. Quand le premier petit enfant est venu au monde entre
le Première Nation, puis le français a regardé le petit garçon, la petite fille, dit cette fille-là, le petit garçon, il a des yeux bleus, mais il a de la peau brune, mais c'est différent, c'est pas français, c'est pas Première Nation. C'est ça qui a commencé. Ça fait que le français a dit, oh ben, c'est un métif. Ce mot-là veut dire mélange, un mélange. C'est là le mot métif bien. Puis là, l'autre était métis. Ça, c'est un autre mélange, ça, métis. Mais il y avait, nous autres, les métifs, nous sommes français, nous sommes de Première Nation, principalement le cri et des sauteux. Là. Puis il y a des autres lignes qui sont venues après, comme le crow, puis l'Assiniboine. Mais principalement la langue de métif. Comme nous autres, on n'a jamais été à l'école. Mes grands ancêtres n'ont jamais été à l'école. Mais on avait notre école, nous autres mêmes, notre histoire, notre ligne de chansons, de légendes, toutes ces choses-là. Ça fait que là, quand il y avait plusieurs de ces petits garçons-là, ces petits-enfants-là, un peuple est venu au monde, un nouveau peuple. Notre distinction, c'est notre chanson, nos histoires, notre légende, les contes, notre chanson, notre danse, c'est tout le métif. Mais le français est vraiment fort dans notre... Quand on parle de le manger, dans notre langue, là, les noms sont en français, les verbes sont en cri. Mais dans les noms, c'est venu tout de la France, ces noms-là. On les sert encore aujourd'hui. Quand j'enseigne le métif, les noms là, sont tous en français avec la grammaire associée. Ça fait que là, le manger est tout en français. Le beurre, les pains, puis là, la table, la chaise. Mais on le prononce comme les métifs. Mais c'est encore français. Ça ne change pas la langue. Comme les Acadiens parlent le français, il y a Saint-Boniface parle le français différent qu'on parle à l'Ouest, les francophones ou les francossoises. On a changé, mais le chat est encore un chat, puis un chien est encore un chien. Mais la prononciation est différente. Mais comme mon grand-oncle, c'était pas mon grand-oncle, c'est mon oncle qui venait de la Belgique. Lui dit, ton grand-père, quand il parle le français, c'est le français de la France. Ça fait que nous autres, la forme de notre langue, c'est le français qui vient de la France. Comme les autres, les nombres sont tous en français. Les mois sont en français. Les journées sont en français. Nos prières sont en français. Nos chansons sont en français. Ça fait que quand on donne des noms, les nicknames, là, les noms sans dessin, là, il y a le petit Paul, petit Coq, ça fait qu'il y a encore le français. Les noms de chrétiens là, que nous avons, c'est Fleury qui vient de la France, Belle Humeur, tous les noms Boucher, des noms, toutes sortes de noms viennent, tous notre nom qui vient de la France. Tout ce monde-là parle encore le métif. Il parle le français des métifs. C'est notre français, nous autres, mais c'est français encore. Fait, là, tu vois, dans l'Église, on parlait en français, on chantait en français. Il y avait le latin quand l'Église des années passées, c'était le latin. Aujourd'hui, c'est le français dans les écoles, puis dans l'Église aussi. Notre communauté sont encore là. Ça n'a jamais changé, ça. Nous sommes le même monde. Nous n'avons pas changé depuis les années de Louis Riel, puis avant ça. Louis Riel, sa première langue, c'était français. Ça fait qu'à Saint-Boniface, mais le monde, il fallait qu'il se cache parce qu'il y avait la discrimination. Ça fait que le monde, ils ont changé leur patois de parler comme maintenant, je parle pareil comme un Canadien, là. Je ne parle pas pareil comme un métif.
Mais quand je parle avec les Michif, on parle pareil comme les Michif. C'est notre langue, c'est notre communauté. Mais quand je vais en France, là, je parle pareil comme les Français. Je peux faire ça. Quand je vais au Québec, là, je parle pareil comme les Québécois. J'essaie. Parce que la communauté fait notre langue à nous autres. Là, j'ai parlé à une cousine d'en arrière, Bonnie Lépine-Antoine, qui reste à Kamloops. Elle m'a téléphoné l'autre jour et dit, sais-tu, on ne chante plus les chansons du vieux temps. C'est des chansons de voyageurs, les chansons de table, les chansons de célébration, les chansons de noces, les chansons de guerre. Là. C'est tout en français, mais c'était les Michif qui le chantaient. Comme mon grand-père chantait des vieilles chansons le jour de l'an, le monde, avant qu'il mange le beau gâteau que ma mère faisait, là, il fallait, si tu savais chanter, tu chantais pour ce petit morceau de gâteau. Là. Puis c'est comme ça qu'on a toujours vécu les Michif avec la conscience des vieux Français, notre français. Ça n'a jamais été perdu. Mais ça n'a jamais été dans les écoles, ça n'a jamais été écrit, parce que nous n'avons jamais eu des écritures, nous autres. Parce qu'on n'a jamais été, nos ancêtres n'ont pas été école. Les voyageurs, là, ils n'ont pas amené des écoles quand ils sont venus ici. Puis, les Premières Nations, il n'y avait pas d'école, ça fait. Il n'y avait jamais de l'école. Nous autres, nous sommes là dans le bon temps, là, comme on dit, les crossroads, là, c'est au chemin de croix, là, de changer aujourd'hui, c'est le temps. C'est qu'on ne change pas, là, moi, I might as well not talk. De parler, c'est perdu. On va dire c'est perdu. On va mettre tout ça en arrière, là, puis oublier. Autrement, c'est qu'on ne vient pas ensemble, là, les Français, les Canadiens, les étudiants, les professeurs, les communautés des Michif, là, on ne changera jamais ça. Ça va. C'est triste de dire que ça va mourir. Mais moi, je veux, avec votre aide à vous autres, qu'on continue de cette langue va être vivante dans l'histoire des Michif, dans l'histoire des Canadiens, dans l'histoire communauté des places. Même, il y avait une famille de Bretons qui venait de la Bretagne chez nous. Ils parlaient le français de la manière des Bretons, parce que ma mère disait qu'ils parlaient différent. Il y avait du gaélique un peu, mais ils parlaient le français avec un différent patois et différent jargon. Mais c'était du français pareil, ils se comprenaient. Il y a des places là, comme Saint-Laurent, Manitoba, où est-ce que mon grand-père est venu au monde à Saint-Laurent, Manitoba. Il parle encore le Michif. Là. À Saint-Ambroise, il parle le Michif encore. À Saint-Lazare. Ça fait que, mais l'assimilation est vivante encore aujourd'hui. Ça nous a jamais, il n'y avait jamais une porte pour nous autres. Là. Mais là, il y a une porte. Il faut prendre et dire à nous autres même, c'est le temps que cette porte-là n'est pas fermée, c'est ouvert pour toutes nous autres, là, pour rentrer et sortir ensemble. Puis se comprendre, venir ensemble. Puis, moi, je suis assis sur le terrain de Traité 6. Puis, c'est la place que les Michif de la Prairie Ronde, juste au ras de les Dakota de Whitecap. Ils sont restés ensemble, ils sont mélangés. Mais ça, ils parlaient plus le vieux Michif que je parle, moi, le mélange du cri et du français. Il y a des communautés des Michif qui ne parlaient pas le français. Ils parlaient leur langue à l'heure, mais quand ils restaient au ras d'une communauté plutôt anglophone, là, ils ont venu assimiler. Là, ils ont perdu leur langue à eux autres. Leur langue aussi, le Michif, a été perdu. Ça fait que notre langue, le français, n'est pas perdu, est encore là. Mais il faudra
raisonner, parler ensemble, avoir un plan. C'est correct de parler de toute la tarte au ciel, comme on dit, mais il faut venir sur la terre, là, sur le bas, puis se comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? C'est juste pour protéger le français pour les Français ou c'est protéger le français pour tout le monde? Parce que tout le monde veut apprendre le français. Le français aujourd'hui, on parle le français au Parlement, mais c'est un autre langage au Parlement. Le langage dans les communautés, c'est différent. Quand on va camper, là, on va faire la chasse, on va faire travailler dans notre ouvrage. Les mots ils ont changé de l'université, dans les écoles, dans le champ, là, puis aussi quand on travaille, là, les termes changent. Il faut trouver ces termes-là, les vieux termes, les termes modernes comme aujourd'hui. Ça fait que moi, aujourd'hui, on parle d'une relation. Qu'est-ce que c'est ça, cette relation? Comment est-ce qu'on va travailler sur une relation? La diversité est encore là. Puis ça nous a magané, la diversité, l'assimilation. Nous autres, nous avons une grande souffrance, les métis, le métis, parce que nous avons forcé de l'assimilation. Puis quand nous avons été à l'école, il n'y avait rien là pour nous autres. Une chance qu'il y avait de la force entre nous autres, nos grands-parents. Nous avons resté forts, résilients. Puis moi, je suis un de ces métis-là résilients. C'est pour ça que je viens à cette table ici, là. Puis essayer de nous venir ensemble, là, puis avoir la même pensée de rentrer ça à l'université, les universités. Puis aussi, notre famille. L'identité aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important. Nos familles veulent savoir les histoires que je t'ai racontées, là. Puis j'ai dit à ma fille, j'ai dit, il faudra que je fasse un PowerPoint parce que j'ai fait beaucoup de, quand on parlait, je parlais des, là, il faudra avoir un PowerPoint qui dit, qui sont ces métiers-là? Où est-ce qu'ils viennent? Comment ça se fait qu'ils sont ici? Notre histoire à nous autres, que le monde entier, le monde va comprendre. Même les Canadiens qu'on restait, les vieux Canadiens se comprenaient bien mieux qu'on se comprend aujourd'hui. Nous avons été dans différentes marches. Nous avons tombé et il faudra qu'on se relève ensemble encore, là. Puis ça, c'est vraiment important. Pas juste pour nous autres. C'est pas pour moi. Moi, je suis le passé à mon âge, mais je suis le futur dans les jeunes et à vous autres, comme à vous autres. Le futur est dans vous autres, vous êtes jeunes encore. Il y a il y en a qui ne sont pas si jeunes que ça, mais nos petits jeunes, comme mes petits-enfants, moi, là, ils veulent savoir. Il faudra qu'on laisse quelque chose pour les autres. Puis ceux qui viennent à l'université, qui veulent dire, oh, there is a French programs here, but I don't know what they're all about. And I'm a French ancestry. Can I go there too? C'est des questions de même, là. Ils pensent que le français, c'est séparé. Puis c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir cette porte-là ouverte. Invite, des invitations, là, puis dire, moi, je vais dire, sure, you could go to University of Regina anytime, go there. They'll tell you what it's all about. Tu parce que c'est plus, 90% c'est anglais aujourd'hui. Mais il faut qu'on change ce pourcentage-là pour être bilingue, trilingue, parler plusieurs langues. C'est fort de parler plusieurs langues. Ça fait que là, aujourd'hui, là, je voudrais dire un grand remerciement que vous me donnez le temps de m'écouter, mon vieux histoire. On dit une vieille histoire aussi, mais je vais dire une vieille histoire. Puis,
moi, ma mère nous a laissé 12 ans passés, elle avait 108 ans. Ça fait qu'elle aurait eu 120 ans maintenant, là, ma mère. C'est qu'elle sera vivante. Mes grands-parents, leur temps de naissance en 1879 et 1880, avant la première résistance de Métis, puis après le dernier. Ça fait que je suis du vieux temps solide. On était vraiment solides, les Michifs, dans ce temps-là. On a du monde qui allait dans la chasse de buffalo. Là. Notre langue, c'est une langue de famille, de cérémonie, puis de trade language. Il y a 3 manières dans notre langue. Quand on allait à la chasse de bison, les buffalo, là, la langue était vivante. Parce que tout le monde, les curés, les missionnaires venaient avec nous autres, les oblats, dans la chasse de bison. Ça fait que la langue était vivante dans la messe. Nous étions vraiment croyants. Puis les mots, c'était tout en français. Ça fait que si vous avez des questions, je suis vraiment content d'essayer de vous aider. Ça fait que moi, je suis pas, comme on va dire, je suis connu dans les universités, puis dans le Canada, parmi les métis de Canada puis les États-Unis. J'ai été à Belcourt, North Dakota, ces places-là, au Montana, aider à développer la langue de Michif. Ça fait que je suis connu, je ne suis pas étranger. Puis je ne veux pas être étranger. Mais que j'ai de la force encore, mon idée, ma pensée, tout ensemble, je veux supporter, je veux aider. Ça fait que Jérôme, c'est qu'il y a des questions, là. Merci Ben, Normand, c'est bien apprécié. Je vous aurais laissé continuer à parler, je ne l'aurais pas interrompu, mais on aura du temps pour continuer à jaser après. Oui. Donc, tout le monde pensez à vos questions pour Normand, puis la table ronde aussi, c'est un peu une première collaboration. Hein. Ça fait un petit bout de temps que Normand et moi, on parle comme ça. On va pouvoir continuer à travailler ensemble dans cette direction-là. Maintenant, je vais inviter Nathalie Camoal à se présenter aussi, puis à parler de l'histoire aussi du point de vue des francophones. Puis on pourra revenir après les 4 pour discuter ensemble, prendre des questions pour tout le monde aussi. Merci. Alors, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue. Excuse-moi, Nathalie, j'ai muté la mauvaise personne. Pardon? Excuse-moi, j'ai coupé ton micro par erreur. Ah, ok, d'accord. Alors, je recommence. On recommence, oui. Alors, je disais, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde et remercier le comité organisateur. Et merci à Monsieur Normand Fleury pour sa présentation. Je pense que c'est très important ce qu'il nous a dit, dans la mesure où je pense qu'il faut développer ces solidarités entre francophones et aussi se soutenir, s'aider les uns les autres, mais aussi, je dirais, s'assurer en tant que francophone de soutenir la pérennité de la langue Michif pour le futur. Hein. Donc, en ce sens, je crois qu'il y a encore, c'est très clair, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et j'aimerais aussi le remercier d'avoir souligné la langue de mes ancêtres, les Bretons. Parce qu'il est évident, enfin moi je viens de la Bretagne et en Bretagne on ne parle pas le français comme le reste du français standard. Donc, et je suppose que si ma mère était ici aujourd'hui à nous écouter, je pense qu'elle aurait beaucoup apprécié ce que Monsieur Fleury a dit. Alors aujourd'hui, moi, je vais avoir un petit PowerPoint qui va accompagner donc ma présentation. Et je vais plutôt vous parler de... bon, je pense que de toute façon, toutes les présentations sur cette table ronde vont permettre d'établir des liens et d'assurer d'aller plus loin dans la conversation.
lors de la période de questions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'importance de repenser l'histoire francophone post-commission de vérité et de réconciliation. Non, j'ai oublié de me présenter. Je suis Nathalie Kermohan, je suis professeure à la faculté d'études autochtones à l'Université de l'Alberta. Une des personnes qui est sur la table ronde, Dr Paul Garot, est aussi un de mes collègues et aussi un ami. Donc, en ce sens, je pense que Paul et moi, on a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets et surtout l'importance de repenser l'histoire francophone. Et je suis aussi directrice du centre de recherche Rupert's Land sur les Métis. Alors, quand on regarde le passé, et moi je vais surtout vous parler bien sûr de l'histoire francophone ici en Alberta, mais cependant il est évident que ça peut s'appliquer aussi, je pense, à la francophonie en général. Bien sûr, il y a des similarités, mais il y a aussi des différences. Donc, on met beaucoup l'accent quand on regarde, par exemple, l'histoire francophone ici en Alberta, on met beaucoup l'accent sur le passé missionnaire et l'importance des Oblats et autres congrégations religieuses francophones. Je dirais que le rapport au patrimoine religieux, que ce patrimoine soit matériel ou immatériel, est très très fort. Et donc, c'est un des fondements de la francophonie. On sait très bien que les congrégations religieuses ont permis la mise en place d'institutions comme c'est le cas de la faculté Saint-Jean, par exemple, de la presse écrite, des écoles. Et donc, sous bien des aspects, je dirais que ce patrimoine religieux est au cœur de la réussite francophone et aussi de permettre à cette francophonie non seulement de s'épanouir, mais aussi de se perpétuer dans le temps. Alors, on sait que les peuples, en général, cherchent la construction d'une mémoire collective, des racines constitutives d'identité, avec tout ce que cela comporte d'homogénéisation des représentations du passé. Et je dis toujours que je pense qu'il est important de passer outre ou d'outrepasser la fixité des choses. Et par fixité des choses, on entend ici un passé immuable ayant de la difficulté à outrepasser certaines vérités que l'on pense acquises. Et je pense que ces vérités que l'on pense acquises sont très importantes dans la francophonie. Alors, malgré les efforts d'historiens professionnels et aussi d'historiens amateurs, il reste encore beaucoup de travail à faire pour dépasser une perception de l'histoire qui a souvent tendance à osciller entre l'aspect victimisant du passé, dans la mesure où les francophones se sont retrouvés en situation minoritaire dans un océan anglophone, et la glorification d'un passé de pionniers ayant ouvert le pays. Donc, si on regarde par exemple dans le nord de l'Alberta, ce genre de récit est très très présent, des Canadiens français qui sont arrivés dans le nord et qui ont ouvert certaines régions sans véritablement prendre en considération les peuples qui vivaient sur cette terre avant. Donc, je dirais qu'il existe quand même une tension importante entre ces deux manières de percevoir le passé. Alors, il est évident que le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation en 2015 a quelque peu changé les choses et a mis l'accent sur l'impact des pensionnats sur la vie des Autochtones du Canada. Quoi qu'on se réfère souvent à cette histoire comme un sombre chapitre, les Autochtones disent que ce n'est pas un chapitre puisque l'impact se fait
encore sentir aujourd'hui. Alors, l'aboutissement de la commission a fourni un espace pour repenser l'histoire du Canada et je dirais pour repenser aussi l'histoire de la francophonie canadienne sous bien des aspects. Donc, et cet espace pour repenser l'histoire est étayé par le témoignage de milliers de rescapés et aussi la publication d'un rapport final qui avec 94 appels à l'action ciblée et la création d'une vaste archive hébergée au Centre national pour la vérité et la réconciliation à l'Université du Manitoba, certainement ajoute, je dirais, un poids important à cette nécessité de se repositionner par rapport à ce rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a deux compréhensions différentes de la réconciliation. Dans un premier temps, je dirais que l'interprétation, il y a une interprétation libérale qui est définie par les non-autochtones et soutenue par l'idée d'une société multiculturelle canadienne qui met de l'avant l'égalité, qui, normalement, lorsqu'elle est atteinte, signifie que la réconciliation est achevée. Toutefois, je dirais qu'il y a cette deuxième perspective qui est très importante, qui reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qu'on appelle en anglais UNDRIP, comme voie par laquelle les relations de nation à nation peuvent être rétablies et soutenues. Et cette interprétation, d'après les autochtones, envisage les droits à leur autodétermination et la résurgence de leur communauté, leurs pratiques culturelles, leur langue et leurs relations à la terre et au territoire comme fondement de la réconciliation. Donc, cela requiert une reconnaissance de la souveraineté des peuples autochtones et une volonté de soutenir leur autodétermination. Et je dirais que la première interprétation a un peu de difficulté à accepter cette valeur ajoutée, disons, de l'autodétermination. Aussi, je dirais que la Commission de vérité et de réconciliation nous a permis de mieux comprendre le colonialisme comme une structure. Et je dirais que ce n'est pas juste le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, c'est vrai aussi lors de l'enquête sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées. Les personnes qui ont témoigné lors de cette enquête ont clairement souligné les forces historiques et politiques qui ont façonné leur réalité individuelle. Et selon Patrick Wolf, qui est un anthropologue, dans une colonie de peuplement, les colons viennent ici pour rester et l'invasion est une structure, non pas un événement. Et souvent, je constate lors de discussions que je peux avoir dans la francophonie, c'est que souvent on perçoit, si vous voulez, la colonisation comme un événement et non pas comme une structure. Et je crois que c'est très important de changer cela et de changer cette perspective-là pour comprendre cela comme une structure. Du fait, principalement, pourquoi parle-t-on de structure? Eh bien, il y a eu la mise en place de politiques et d'institutions pour contrôler la vie des Autochtones et pour tenter de les assimiler. M. Fleury a parlé de cette assimilation dans sa présentation. Et donc, les institutions religieuses francophones ont participé activement à mettre en place les structures de contrôle et de la vie des Autochtones. Et comme Patrick Wolf l'a souligné, le colonialisme de peuplement détruit pour remplacer. Donc en Amérique du Nord, là où les colonisateurs voulaient créer une nouvelle nation, eh bien, ils ont tout d'abord cherché à détruire les nations qui s'y trouvaient déjà.
Donc, les effets de la colonisation n'appartiennent pas au passé, ils sont encore très présents dans la structure même de la société canadienne. Il est important de reconnaître les effets durables de la colonisation, de la dépossession des terres, de l'exclusion, du fait que les langues autochtones sont en péril dans beaucoup de nations, du racisme et de la persécution raciale. Donc, ces effets durables ont entraîné des disparités économiques et sociales des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Donc, il est évident que face à ce que je viens de vous dire, le patrimoine francophone est à la croisée des chemins. Donc, il est important de repenser l'histoire à la lumière de la Commission. Et l'héritage des Oblats, dans le cas de l'Alberta, c'est un héritage qui est très important, mais aussi des autres congrégations, on peut parler des Sœurs Grises et bien d'autres congrégations, à travers leur patrimoine, est donc remis en question. Donc, l'engagement vers la réconciliation, comme le dit la Commission de vérité et de réconciliation, c'est que là, pour en arriver vers cette réconciliation, eh bien, on doit d'abord commencer par la vérité. Donc, il faut entreprendre une réflexion collective sur la manière dont l'histoire a été écrite. On doit s'interroger sur les actions des institutions, mais aussi des individus. Souvent, on met de l'avant les institutions religieuses, mais il y a aussi des individus qui ont joué des rôles particuliers, qui avaient des contacts très étroits, notamment avec le gouvernement fédéral. Et aussi de transformer le vocabulaire utilisé. Ce qui veut dire que pour s'engager activement dans la réconciliation, en scrutant nos croyances profondes sur ce que l'histoire devrait être. Donc, on doit se poser des questions sur la manière dont l'histoire a été écrite, sur l'historiographie, sur les mythes aussi qu'elle comporte, cette histoire. Donc, remettre en question, par exemple, la doctrine de la découverte, ou le concept de terra nullius, du concept de civilisation, etc. Et un tel exercice, forcément, engendre des inconforts. Et souvent, les gens réagissent en disant « oui, mais bon, nous, on n'aime pas ça, l'inconfort ». Mais moi, je pars du principe que, en fait, c'est l'inconfort qui nous permet d'aller plus loin. C'est le trouble qui nous permet d'aller plus loin. C'est ce trouble-là qui va nous permettre peut-être d'en arriver à une société meilleure. Donc, pour que l'on puisse voir des résultats, donc on doit s'en aller vers des changements qui vont permettre la justice sociale pour soutenir les Autochtones dans leur volonté d'autodétermination. Et il est important d'aborder la vérité, en fait la réalité des injustices qui persistent dans le présent. Donc ça, c'est vrai, je dirais, dans beaucoup de domaines, notamment, on peut prendre l'exemple des langues. Je pense que les langues rentrent là-dedans, les langues autochtones rentrent là-dedans aussi. Les survivants des écoles résidentielles, les aînés et les gardiens du savoir ont utilisé leurs témoignages et leurs enseignements pour percer l'amnésie historique du Canada. En fait, les survivants, en partageant leurs témoignages, on pourrait dire, on utilise souvent cette phrase en anglais, « spoke truth to power ». Donc, cela soulève la question, quels autres récits ont été manqués, rejetés ou oubliés? Où est la vérité aujourd'hui? Comment corrige-t-on l'information erronée? Quel rôle est-ce que les écoles peuvent jouer là-dedans? Donc, il faut développer une conscience historique critique qui peut contribuer grandement à favoriser un espace possible de réconciliation.
C'est important de déconstruire notre historiographie actuelle en utilisant un prisme critique. Il faut dépasser ce que Paulette Regan appelle le mythe de l'innocence sur comment et pourquoi les savoirs, les cultures, les langues, les lois et les traditions de gouvernance autochtone ont été pratiquement effacées de l'histoire et de la société. Nous changeons maintenant lentement notre vision de l'histoire et avec elle nos perceptions principalement négatives des peuples autochtones. Mais forcément, il y a beaucoup de travail à faire pour dépasser nos perceptions et nos ignorances. Il faut réfléchir sur la relationnalité avec les peuples autochtones, ce que souvent ici en Alberta, mais j'imagine que c'est vrai sur le territoire du traité numéro 6 en général, on parle souvent de « all my relations » ou du Wokotowin. Et d'ailleurs, M. Fleury nous a parlé de ce Wokotowin. Et sur l'héritage de la colonisation, prendre conscience que nous avons bénéficié des inégalités systémiques endurées par les peuples autochtones, notamment l'acquisition de leurs terres. La réconciliation doit donc dépasser la simple rhétorique et les quelques gestes symboliques. Et en plus, je pense qu'on est tous probablement d'accord là-dessus, elle ne peut pas reposer exclusivement sur les épaules des Autochtones. J'ajouterais qu'il est évident que la réconciliation, c'est un processus. Et dans la mesure où c'est un processus, ça veut dire que ça va prendre du temps à arriver à destination. Et comme l'a souligné la Commission de vérité de réconciliation, ça va prendre plusieurs générations. Donc, le but est d'arriver à un changement sociétal, ce qui, il me semble, est beaucoup plus excitant que simplement quelques gestes symboliques. Le voyage est long et sinueux. Parfois, nous allons le faire individuellement. Parfois, nous allons le faire de manière accompagnée, en collaboration, je devrais dire, les Autochtones. Selon Amy Craft et Paulette Regan dans Pathways of Reconciliation, la réconciliation n'est pas seulement un objectif ultime, mais un processus de décolonisation consistant à cheminer de manière à incarner des actes quotidiens de résistance, de résurgence et de solidarité, associés à des engagements renouvelés en faveur de la justice, du dialogue et de l'établissement de relations. Alors, je serais très heureuse de voir un peu comment la discussion, quel genre de discussion nous allons avoir suite à la présentation de tout le monde. Mais je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais maintenant inviter Catherine Lemire à se présenter puis à répondre un peu aux mêmes questions dont on avait discuté aussi. Bonjour, je m'appelle Catherine Lemire et je suis originaire de la ville de la baie qui pousse le long de l'eau vive. Alors, je viens de Saskatoon. Saskatchewan! Wow, quelle bonne façon de commencer ma journée. Monsieur Fleury, wow, quel plaisir de vous entendre parler. J'aimerais passer des heures à vous écouter. Et vous et Nathalie, vous avez abordé des sujets dont je voulais discuter aujourd'hui aussi. Alors, c'est ça, je m'appelle Catherine Lemire. J'ai un arrière-grand-père qui a signé le traité 6 il y a 145 ans et demi. J'ai un arrière-grand-père bousquet enterré à Batoche avec ses frères. Et j'ai un arrière-grand-père breton aussi. Alors, c'est ça, j'ai tout ce mélange. Et c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'identité, de culture,
de linguistique. Alors, c'est tout ça qui me trotte en tête. Et puis, quand Normand parlait des anciens Michef, des anciens Canadiens et tout, ça m'a fait vraiment penser à l'œuvre de Guillaume Charette, L'espace de Louis Goulet, qui explique vraiment la vie des vieux Michef qui se promenaient jusqu'aux États, la chasse du buffalo, des multiples langues qu'ils devaient apprendre pour s'adapter. Puis c'est ça, les Métis, c'était du monde très adaptateur. Et alors, c'est très intéressant. Et puis, on est résilient, on est toujours ici, on en discute aujourd'hui, et des relations. Alors, c'est ça c'est mon historique. J'ai aussi travaillé comme recherchiste au Centre de généalogie pour la Nation métisse de la Saskatchewan. J'ai lu les carnets de bord de plusieurs missionnaires du Keewatin et tout leur gossip des communautés où ils travaillaient. Alors, beaucoup de réflexions aussi sur leur culture qu'ils ont appris. Ils ont aussi appris les langues autochtones aussi et ont transmis le français aussi. Alors, il y a vraiment cet échange. Et quand je parle d'échange, je pense à la Compagnie de la Bénédiction. J'ai des ancêtres qui ont travaillé là depuis 1824. Alors, je sais que la traite des fourrures des voyageurs, c'était tout cet échange qui se passait dans le temps. Mais quand je pense aux relations francophones, métisses, je pense bien sûr des vieux voyageurs, mais je pense vraiment qu'il y avait des points communs. Je sais qu'en Saskatchewan, si je vous dis des noms de quelques grandes familles métisses ici, les Arcans, les Morins, Cyprien Morin est venu du Québec, c'est lui qui a peuplé tout le nord, le lac Vert, comme tous les Morins sont pas mal des descendants de Cyprien. Alors, il y a vraiment ces anciens liens très forts. Et puis, ouais, c'est très intéressant. Mon Moshum, qui venait de la réserve Red Pheasant, et c'est lui qui avait la mère métisse aux yeux bleus, la Bousquet, Henriette Bousquet. Quand j'étais petite, je ne parlais pas anglais. Ma première langue, c'est le français. Et puis, mon chum, il pouvait seulement lire de cri. Puis, cri, c'est sa première langue. Mais sa mère, Mitchif, l'a transmis sa langue aussi. Alors, quand j'étais toute petite, je ne parlais pas l'anglais. Alors, il me parlait en Mitchif. Et puis, je pouvais comprendre. Et je le répondais en français. Et puis, c'est comme ça qu'on communiquait. Alors, c'est très spécial. Très spécial. Et en grandissant dans une école francophone, c'était l'école canadienne-française. Alors, dans le temps, on avait vraiment des familles canadiennes. Il y avait beaucoup d'aspects communs avec les métisses. Il y avait, pour moi, les symboles de la ceinture fléchée, la gigue, la musique. Alors, pour moi, j'ai toujours grandi en associant ces deux peuples ici en Saskatchewan. Et en grandissant, ça, c'est quand j'ai observé qu'il y avait vraiment du racisme, je dirais, et puis vraiment un sens identitaire qui a un peu disparu des deux bords, mais aussi, je dirais, surtout la communauté francophone qui s'est un peu éloignée, je dirais. C'est certain que la résistance, les choses ont changé. Les gens ont peut-être caché leur racine métisse, puis je peux vous confirmer ça parce que j'étais surprise quand je travaillais à la Nation métisse que beaucoup de Françaisquois ont appliqué pour leur carte de métisse. Puis j'étais très surprise parce qu'ils ne se sont jamais affichés comme métis, ils n'ont jamais partagé cela. Alors, pour moi, c'est un problème. Puis le pretendianisme, puis je trouve que maintenant, il y a beaucoup de nouvelles identités découvertes, mais il y a aussi beaucoup de malentendus. On ne sait pas exactement ce que c'est un métis. Je trouve même le terme est bizarre. Je lis beaucoup d'articles, surtout du Québec. Ils vont appliquer ce terme qui n'est pas bien utilisé. Alors, je trouve que c'est un peu un manque de connaissances aussi qui n'aide pas le problème des relations entre francophones et autochtones, Premières Nations et métis. Alors, c'est ça, on n'en connaît pas assez. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de vérité. C'est ça que Nathalie vous a présenté, mais pour moi, c'est très important de connaître des vérités. Il faut entendre des vérités, les lire. Et j'ai récemment lu, l'année dernière, Half-Breed de Maria Campbell, mais traduit en français. Et
ça m'a beaucoup fessé parce que ce livre, qui est sorti, ça fait presque 50 ans, a été finalement traduit en français en 2021, alors 48 ans après sa parution. Et ce livre a été traduit en plusieurs autres langues que le français. Alors, c'est une œuvre très séminale, métisse. Et puis, pourquoi est-ce que ça a été traduit en français? C'est des années, presque 50 ans plus tard. Alors, pour moi, ça démontre un peu qu'il y a du racisme. Je trouve qu'on a peur. Ça fait peur de connaître des choses dont on ne connaît rien. Mais, alors, c'est ça. On avait des points communs, les francophones et les métis, mais là, il y a cette distance, cette séparation. Sure, l'histoire, les faits historiques, tu sais. Mais on avait la même foi, comme Normand dit, la même foi, la même langue, la même musique, des grandes familles, alors beaucoup de points communs. Mais il y a eu cette division. Puis pour avancer, je trouve que c'est ça, il faut connaître les vérités. Oui, il y a eu la commission des femmes autochtones, les filles portées disparues, assassinées. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je trouve qu'il faut s'engager. J'aime comment que la FSIN de Saskatchewan, la Federation of Sovereign Indigenous Nations, s'implique vraiment dans l'actualité. Quand il y avait un acte de racisme à Saskatchewan en 2018, il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un musulman qui rentrait chez lui, puis il y avait un gros camion blanc qui lui achetait des briques, puis il y en a qui a passé à travers sa fenêtre. Puis toute la communauté de Saskatchewan, des différents groupes, sont venus pour l'appuyer. La FSIN a dénoncé cet acte de racisme, mais je trouve que l'Assemblée communautaire françaiscoise et d'autres groupes françaiscois politiques ne se sont pas prononcés. Et je trouve que ce manque de parole, d'inaction, ça contribue au racisme. Il n'y a pas de solidarité. Et c'est ça que Normand a dit, il y avait une solidarité. Je trouve qu'il n'y a pas de solidarité. Et puis le peuple même francophone ici n'est même pas uni maintenant. Ça a beaucoup changé depuis les dernières années. On a des nouveaux arrivants, ça a beaucoup changé. Et puis je trouve que la francophonie n'est même pas unie. Alors je trouve que là, il y a du travail à faire aussi si on veut avancer ensemble. Alors j'encourage tout le monde à connaître ces vérités, mais aussi il faut l'appliquer, il faut prendre action. Et puis c'est ça que je voulais partager. Mais c'est tellement complexe. Parce que comme je vous ai dit, il y a toutes ces identités qu'on ne connaît pas, on est confus. On connaît l'historique. Et c'est bien, on apprend l'histoire. C'est très bien. Mais je crois qu'il faut vraiment penser à l'avenir. Et puis, c'est un peu drôle parce que j'en discutais avec mon ami. Et puis, il m'a rappelé que plus que jamais, il y a vraiment une présence autochtone dans les réseaux sociaux. Il y a du TikTok, il y a des canaux métis sur YouTube que j'aime explorer parce qu'ils vont montrer comment poser des collets pour les lapins, mais ils vont parler en chef, puis j'essaie de voir combien je peux saisir. Alors, je trouve que c'est fabuleux. Le projet de loi C-91 sur les langues autochtones est passé au Parlement en 2019. Et puis, j'ai très hâte pour ça parce que c'est la revitalisation des langues autochtones. Et puis, ce n'est pas juste pour les Autochtones. Je fais partie, je suis la coprésidente du réseau des employés autochtones à l'Agence du revenu du Canada, alors pour le gouvernement fédéral. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'emphase pour apprendre une langue seconde, soit une des langues officielles. Mais je trouve qu'il faut vraiment maintenant transmettre ces langues, que ces langues soient accessibles, que les gens puissent en apprendre, mais pas seulement les Autochtones, tout le monde pourrait avoir droit à aller à une école immersion métisse en fait, ou peu importe. Alors, pour moi, c'est très promettant. Puis je trouve que c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble comme peuple. Les francophones ont dû revendiquer leurs droits linguistiques, de scolarité et tout, mais maintenant, ils devraient aider les Autochtones qui sont dans la même quête, mais 40 ans plus tard. Alors, je vois beaucoup de progrès, je vois beaucoup des gaps aussi, mais on peut identifier tout ça. Et comme je vous ai dit, c'est très prometteur. On peut en faire beaucoup.
Et puis, c'est nos leaders aussi dans nos organismes communautaires qui ont vraiment cette responsabilité d'impliquer, d'éduquer leur communauté, leur collectivité. Je ne veux pas prendre trop de temps. J'aimerais dire que je suis abonnée à la page Métis, la Fédération métisse du Manitoba sur Facebook et ils partagent le mot du jour, Michif, que j'aime bien. Aujourd'hui, pour le 24 mars, le mot, c'est Mamawapawak, qui veut dire rassemblement. Alors, je trouvais que ça avait un bon sens à la première journée de cette conférence. Mais c'est tout ça que je voulais vous dire. C'est ça qui m'est venu à l'esprit, puis ça touche exactement sur les mots de Normand et de Nathalie aujourd'hui. On pourrait tous en parler davantage pour des heures, c'est certain, mais je trouve vraiment qu'il faut mettre ces connaissances à l'action, il faut s'engager. Puis c'est cette absence que j'ai remarquée de la communauté francophone qui nuit beaucoup à ces relations, puis qu'il faut travailler sur ça et qu'on en demande beaucoup aux peuples autochtones. Je trouve qu'on demande toujours aux Métis et aux Premières Nations, on en demande beaucoup. On demande de partager l'expérience. Puis ils ont eu beaucoup d'expériences néfastes. Ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leur culture. Ils ont vécu des choses terribles. Genre, pour moi, je trouve qu'on en demande peut-être un peu trop, puis qu'on devrait être plus proactif et vraiment s'engager et supporter ces personnes-là. Alors, c'est tout que je voulais vous dire ce matin. Merci. Merci beaucoup, Catherine. C'est toujours un plaisir de parler, de cheminer avec toi, d'apprendre de toi aussi. Comme dernier intervenant aujourd'hui, on a Paul Garot, que j'ai aussi invité à se présenter. Puis ensuite, on pourra avoir une discussion tout le monde ensemble. Merci tout le monde. Merci à Normand, Nathalie, Catherine. C'est vraiment incroyable de vous entendre et d'entendre vos connaissances. C'est vraiment excellent. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça dire comme juste de noter les aspects importants que Normand a parlé. Il a parlé de la conscience Michif en relation avec le français et les communautés francophones. Excellent. Moi, j'appuie cette idée de conscience Michif, là, comme disant que une conscience socio et politique. Nathalie, merci pour ton travail dans la réconciliation et avec les communautés francophones. C'est vraiment incroyable. Puis ça fait longtemps que vous travaillez dans ce sujet, dans nos communautés. Je suis beaucoup remerciant. Puis merci Catherine pour ton histoire de ton grand-père. J'adore toutes tes histoires quand je les entends. C'est excellent. Ça me fait penser à l'importance du Nahéopoat, du Iron Alliance, entre qui nous, ici dans les prairies, on vit vivement, tu sais. C'est vraiment incroyable. Puis ton travail avec la nation métisse. Disant tout ça, mon nom c'est Paul Garot, je viens de Bellevue, dans les environs de Batoche. Je suis associate professor, je sais pas comment dire ça en français, à l'université à la faculté des études autochtones à l'université de Bata, où il y a un grand soutien et un mouvement d'études métisses qui est vraiment excellent, qui fait partie avec Nathalie, puis avec Chris Anderson, Darcy Vermette, Adam Gaudry, toutes sortes de vraiment excellentes personnes qui travaillent sur les études autochtones dans le genre de credo des études métisses dans le credo des études autochtones. Puis c'est une excellente place à vivre et à penser et à travailler dans la politique. Donc, Normand, Catherine et Nathalie parlent présentement. Puis je suis vraiment fier et content d'être dans cet endroit, de travailler à Edmonton dans le traité suisse et le homeland du Métis Nation of Alberta. Je viens des familles, mes familles métisses, les noms familles métisses, pour moi, c'est Jobin, Bremner puis Taylor, sur le côté de mon père. Puis aussi, du côté de ma mère, on vient des communautés à Bellevue, francophones, francescoises, canadiens français à Bellevue puis à Debden. Puis j'aimerais ça juste dans le temps que j'ai maintenant, parce que Catherine a vraiment bien parlé des problèmes qui résident encore aujourd'hui dans nos communautés, du racisme structurel et de la colonisation qui nous affecte nos communautés. Puis je vois ça
dans notre histoire entre les Canadiens français qui ont plutôt dans leur settlement, dans leur euh, arrivée ici dans les prairies et dans les parklands, qui ont toujours venu en proximité des communautés métisses et des nations métisses. Et je vois même à Bellevue le travail avec Cindy Guédette qu'on fait maintenant sur nos relations entre les nations, nos familles métisses et les familles canadiens français et voir la disparition de ces liens et de penser qu'est-ce que Elder Norman Fleury dit aujourd'hui, que, tu sais, les métis, ils veulent se rappeler, ils sont prêts à rappeler, puis de faire ces connaissances encore, mais d'être connus et reconnus comme des nations souveraines métisses. Puis j'aime beaucoup d'entendre ça. Je trouve que je peux écouter Norman toute la journée. J'aime ta pensée, ta voix, la manière que tu parles. J'adore ça parce que ça me fait penser à notre communauté, puis mon père, puis mon oncle, puis ma tante. Puis de se rappeler de notre histoire et notre esprit vivante métisse qui vit en proximité et en relation de temps en temps dans ces villages, puis dans ces lieux français-canadiens. So, pour moi, j'aimerais ça faire comme le défi de se rappeler de ces histoires, ces connexions. Mais je pense aussi à la table ronde aujourd'hui, ça dit vivre dans la différence. Puis je trouve que je pense toujours au travail de Chris Anderson, notre dean de la faculté des études FNS, faculté des études autochtones. Quand on parle pas de la différence, mais on parle de la séparation. So separateness, not difference. Parce que quand on dit separateness, ça veut dire que on faut reconnaître les nations autochtones qui ont des relations kinship, cérémoniales, linguistiques et de place, vivantes, comme dit Normand ici. Mais dire que les francophones ne sont pas sont pas comme les métis ou comme, pour faire des genres de overlap, comme Catherine dit, quand on parle de Fati ou de race shifting, de dire que les Français canadiens, les Françaisquois et les communautés francophones en Saskatchewan et dans les prairies voient que les métis, ils sont une nation importante et souveraine. Je veux juste appuyer cette idée de peoplehood dans notre travail qu'on fait quand on regarde à l'histoire, quand on regarde au 20e siècle, puis la grande noirceur du 20e siècle avec comment nos communautés métisses sont faites et nos familles métisses sont faites, genre pressées avec le colonialisme et la séparation de nos communautés francophones et francescois, canadiens français et nos nations métisses. J'aimerais beaucoup affirmer maintenant que le travail qu'on fait avec les nations autochtones dans les prairies, d'affirmer ces valeurs de non-interference, de non-possessiveness et de self-determination between nations. So really, en anglais, on dirait affirm nation-to-nation relations dans tout notre travail. Puis j'aimerais beaucoup mettre ça comme le regroupement de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, tu sais. We are separate, but we want to engage and make diplomatic relations that are non-possessive, that engage non-interference and self-determination. So, de voir comment que nos communautés francophones se voient comme ça aussi, tu sais. C'est de voir qu'on peut être à la même table sans se posséder et sans se dire « Oh, je te connais, je te connais toi déjà », tu sais, de vraiment s'écouter et de faire la place pour nos voix et l'agence et la autodétermination des nations autochtones. So, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être ici, puis j'ai hâte d'entendre si on a le temps d'avoir une conversation entre nous et avec le groupe. Merci. Merci, Paul. Merci encore à Catherine, Nathalie et Normand pour leurs remarques préparées. On a du temps ici, puis je vais vous avouer avoir l'intention ferme de prendre un peu du temps de pause aussi. On vient de commencer le colloque, c'est pas tout le monde qui est fatigué encore. Donc, si on dépasse un peu le 10h30, c'est pas bien grave pour cette fois-ci. Le reste du colloque, on va respecter le temps. Donc,
peut-être pour commencer, je vais donner la chance à Normand, voir s'il y a des choses qu'il voulait ajouter après les présentations de Nathalie, Catherine et Paul. Puis ensuite, on pourra voir si les gens du public ont des questions. Alors, si vous avez des questions dans le public, s'il vous plaît, mettez une question rapide dans une phrase dans le cavardage ou le choc, comme on dit bien en anglais. Et puis, je pourrais vous demander de les poser par la suite. Alors, vous pouvez commencer à les mettre maintenant. Je vais choisir un peu ce qui va permettre une bonne discussion pour tout le monde. Je vais laisser la parole un peu à Normand pour commencer. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui. OK. J'ai fait ça tout seul sans ma fille. Ça fait que j'avance, j'apprends. Qu'est-ce que je voudrais dire, c'est les termes qu'on sert là, pour les motifs. Lise, oui, vraiment. J'ai des parentés qui sont bretons aussi. Mais à Saint-Lazare, il y avait une famille, c'était une famille vraiment forte qui venait de la Bretagne, parmi des familles canadiennes puis des familles de France. Mais ils sont résilients. Ils ont fait bien à Saint-Lazare. J'ai été fermier avec le Nord Lefranc. Puis c'est une bonne histoire, comme on vient ensemble, puis on travaille ensemble comme des pionniers, puis on travaille ensemble pour se défendre de plusieurs manières. Ils ne savaient pas comment parler le français comme il faut, mais l'anglais n'avait pas d'anglais. Ça fait qu'il y avait du monde qui les aidait pour parler l'anglais aux docteurs, aux magasiniers. Ça fait qu'on s'aide. Aujourd'hui, c'est pareil. Là. On s'aide aujourd'hui. On s'aide de s'avancer avec nos histoires. Puis je serais vraiment content de parler de notre vie sociale, puis notre politique. Notre politique sont forts, vraiment forts dans la nation Métis Nation Saskatchewan. On commence de venir ensemble, puis on a des... C'est pas plus que la politique, mais c'est notre vie, nos biens dans les écoles, dans l'ouvrage, acheter des maisons, puis des enfants à l'école. Ça fait que ça, qu'on travaille ensemble. Puis Catherine, là, ma grand-grand-mère, c'était Louise Bousquet aussi. Ça fait que nous sommes parents. Mais les noms, puis Morin, c'est ma grand-mère. Grand-grand-mère, c'était Morin. Des Vermettes, les Larence, et Fleury, Lépine. Ça, c'est tout dans ma famille. Là. Puis nous avons rejoint tout le temps. On ne s'est jamais laissé comme de parenté. De la Rivière-Rouge, j'en ai de la parenté tout partout, de Northwest Territory, puis à Batoche. Puis quand je visite, là, une place que j'aime visiter, c'est le cimetière. Parce que là, je fais des rencontres. Puis là, je trouve ma parenté. L'histoire est dans le cimetière. Comme tous les noms qu'on mentionne aujourd'hui. Puis Paul, là, je suis content de te voir aujourd'hui parce que nous sommes toujours sur le téléphone. Puis là, aujourd'hui, on est face à face. Vous faisiez un bon ouvrage. Puis M. Anderson, j'ai voyagé avec lui quand ma petite fille avait 13 ans, elle a 29 ans, elle a fêté 29 ans. Nous avons été dans des pays où est-ce que monsieur Peter Bacher à Aarhus, puis les Scandinavian countries, on a été fait des présentations avec Sherry Farrell Rossette. Puis il y avait une autre madame, j'ai oublié son nom, mais c'est son nom de famille, Anne-Ariès Desjardins. Elle travaillait à Calgary à l'université. Ça fait qu'on a fait des présentations, nous autres, mais ces écoles, les universités, les enfants ils nous connaissaient. J'étais vraiment surpris que des places à Aarhus, ces places-là, je dis, do you know the Métis? Yes, we know the Métis. Mais ils ne savent pas, parce que quand nos voisins ne nous connaissent pas, puis on a été voisins depuis 200 ans, ça veut dire qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire.
l'ouvrage de où est-ce qu'on vient, c'est le temps que nous parle de notre distinction. Quand on va à Batoche, là, on va célébrer encore, c'est là qu'on célèbre notre manger, notre langue, notre danse. Il y a des courses de chevaux, ils jouent la balle, puis tout ça. Les enfants viennent ensemble. C'est nos enfants. Il faut laisser quelque chose à nos enfants, comme on parle de réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde ne savent pas encore qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce que la vérité n'a jamais été comptée. Mais ça commence à sortir, là. Puis quand la vérité compte, le monde sauve. Ils ne sont pas préparés de parler, puis s'avancer, puis dire oui, ça a été fait, ça. Là, il y a du monde qui vont, une délégation de Premières Nations, Inuits, puis Métis qui vont, les Michif, parler au pape, là. Dans quelques jours, ils vont partir. Ma fille est un des délégations. Mais le pape veut encore, puis l'Église veut encore conduire. Ils ne veulent pas lâcher. Il faut qu'ils lâchent. Il faut qu'ils... La vérité, moi, j'ai dit, quand j'avais des péchés, je confessais. C'est le temps de confesser, là, les autres. Là. Et c'est qu'il faut suivre les commandements, comme moi, je suis des commandements, les 10, les 7, puis le Vieil Testament, le Nouveau Testament, là. On suit la Bible. Mes grands-parents, ils n'ont jamais été à l'école, mais ils avaient la foi dans le grand livre. Ils ne savaient pas comment lire le grand livre. Mais les lois étaient là, ils suivaient des lois. Le pape était le représentant de bon Dieu. Le clergé, les sœurs, les pères, les frères étaient supposés pas venir voler des enfants puis les enterrer sans qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, la vérité, c'est bien de valeur. Il faut l'être. Il y avait 9000 enfants, puis il y en a encore beaucoup. Ils protégeaient pas. Là, nous autres, on parle de protéger nos enfants. On parle de réconciliation. On parle de venir ensemble comme les professeurs, les universités. Moi, je pense que ce chemin-là qu'on parle, Paul, ton histoire avait vu, ils n'ont pas vu ton monde comme des Métis, des Michif parce qu'ils parlaient le français. C'était des Michif qui parlaient le français, puis ils parlent encore. Ça fait qu'il faudra faire beaucoup de recherches. Il y a des millions de dollars, des piastres. Là. Il faut qu'on trouve ces argent-là que les Michif, puis les Canadiens, les Français ou les étudiants, nos étudiants vont faire cette recherche-là. Mais sans nous autres, là, les aînés, on ne marchera pas trop loin. On n'ira pas trop loin. Mais venir ensemble, je suis vraiment content, Lise, Catherine, Paul, puis moi, là. Moi, je fais des félicitations parce qu'on a fait un bon job, un bon ouvrage là, pour introduire. Là, on donne la main à nous autres. Là. Puis tout le monde qui écoute, là, merci beaucoup à vous autres. Là. On va travailler ensemble, on va venir ensemble, puis on va faire le possible de travailler ensemble. On va faire la recherche, on va s'avancer. Puis sans nous autres, le français, les Michif, ça n'avancera pas non plus. Ça fait que c'est un bon chemin. Merci beaucoup. Merci, Normand. Vous dites il faut qu'il lâche. Ben, c'est ça, hein, quand Paul parlait de séparation, de souveraineté. Hein, il faut, c'est ça, la question de colonisation, il faut lâcher prise, puis laisser de toute détermination des peuples fonctionner aussi. J'ai quelques questions ici dans le cavardage que je vais amener. Une question que j'ai reçue en privé pour commencer. François-Régis Cabézy. François-Régis, si tu veux poser la question à tout le monde ici, je vais t'inviter à le faire. Bonjour tout le monde et merci à tous les pénalistes. C'est vraiment riche de vous entendre parler. J'ai une petite question et surtout à Nathalie. C'est nous écoute.
j'ai aimé vraiment la phrase que tu as citée, mais je n'ai pas saisi l'auteur, que la décolonisation des peuples détruits pour remplacer. Et moi, je viens d'un pays, je suis originaire d'un pays colonisé et je saisis effectivement le sens de cette phrase que la colonisation des peuples détruits. Et je saisis vraiment ce que la destruction fait. Et ma question pour toi, Nathalie, c'est savoir pourquoi la décolonisation n'aboutit pas. Est-ce qu'à ton avis, la reconstruction de ce qui est détruit est-elle jamais même entamée? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que, merci d'abord pour la question. Je dirais que c'est un petit peu ce que disait Normand tout à l'heure, la nécessité de faire de la recherche aussi. Je sais que les gens parfois disent on ne veut pas être dans le passé, que dans le passé, mais cependant, si le passé n'a pas été si on ne connaît pas tous les éléments du passé ou une grande partie des éléments du passé, il est parfois difficile de pouvoir continuer dans l'avenir. Donc, en ce sens, il est important de reconnaître qu'il y a des choses qui se sont passées dans ce passé. Et je veux dire par là d'accepter le fait que, je vois ça notamment dans la francophonie albertaine, il y a toute cette idée très romantique des relations entre les francophones et les métis. Et donc, c'était le grand amour. Et puis bon, et moi, je dis OK, d'accord, bon, oui, certes, il y a forcément eu de très bonnes relations, mais à un moment donné, il y a eu une brisure aussi. Et donc, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette brisure a eu lieu? Qu'est-ce qui a engendré le fait qu'à un moment donné, il existe un fossé entre les francophones et les métis. Et on voit ça notamment, je dirais, en Alberta. Saint-Paul-des-Métis, c'est probablement Saint-Paul, qui est situé à peu près à 2 heures au nord de l'Alberta, est probablement une des communautés où on voit que le racisme perdure. Et pourquoi est-ce que ce racisme-là perdure entre les communautés? Eh bien, en partie, c'est à cause de l'histoire. Il y a eu des choses qui se sont passées, notamment sur le fait que les Métis ont été dépossédés de leurs terres, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, même si les gens essayent. Je n'essaie pas de dire qu'il n'y a pas de tentative là d'essayer de reconstruire des ponts, mais comme je l'ai dit dans ma présentation, reconstruire des ponts, ça ne veut pas dire qu'instantanément, l'amour va revenir tout de suite. On sait très bien que quand on parle de relations entre les gens, s'il y a une brisure, on parle de couple ou peu importe l'amitié, ou s'il y a une brisure, s'il y a une cassure quelque part, et si on veut se réconcilier, ça va prendre du temps, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en question, et il faut essayer d'avancer éventuellement de telle manière à pouvoir construire des ponts, tout en gardant notre intégrité en tant que personne. Et c'est la même chose, c'est un peu ce que disait Paul tout à l'heure aussi, c'est de pouvoir travailler ensemble, mais en respectant les aspirations des métis dans ce cas-ci. Donc, je crois que, bon, c'est sûr qu'il y a probablement des parties de cette histoire qui peut-être on n'arrivera jamais à les faire redonner surface, mais je dirais en même temps qu'il y a certainement, il y a encore beaucoup de travail à faire, et moi je vois dans la francophonie albertaine qu'il y a énormément de choses à rechercher.
donc, il faut que nos institutions postsecondaires permettent justement de faire en sorte que les gens vont recevoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Mais aussi, les institutions, hein, Catherine en a parlé, hein, les institutions francophones actuelles, hein, les associations, etc., il faut qu'ils fassent aussi leur part de travail pour s'assurer qu'il y ait des solidarités, qu'il y ait un soutien envers l'autodétermination des peuples autochtones et incluant forcément les métis. Alors, je vais m'arrêter là parce que bon, on pourrait parler de cela pendant de nombreuses heures. Merci, Nathalie. Catherine, est-ce que tu aimerais aussi réagir à cette question-là des limites à la décolonisation, des limites à la reconstruction? Jérôme? Oui, non, oui. Oui, je voudrais m'excuser, Nathalie. Je ne t'ai pas appelé ton nom, là, puis C'est pas grave. je pense que j'ai dit Lise, mais C'est pas grave. pardonne-moi pour ça, parce que... Il n'y a pas de problème, normal. Oui, je m'excuse aussi. Oui, là, je suis content, alors que j'étais énervé un peu pour dire, oh, je donne des bons mots, puis je ne mentionne pas son nom comme faux, là, puis ça me va. Une bonne ouvrage, ça, c'est une bonne réponse, puis une bonne question. Puis c'est bien dit, ça. Parce que moi, je n'ai pas besoin de parler plus parce qu'on s'aide pour avoir des bonnes réponses. Vous parlez de Saint-Paul, j'ai connu du monde, du monde des Métis qui venaient de là, parlaient de Michif. C'est vraiment une communauté bien forte. Comment est-ce qu'ils ont perdu le terrain? Comment est-ce qu'ils sont fait déplacer? Puis c'est bon parler en unité, mais il faut compter la vérité. C'est la même chose à Saint-Lazare. Il y a une école immersion, il y a l'église, mais le monde commence là, à venir, les enterrements, ils vont parler un peu en avant, un petit peu. C'est inclus, mais ce n'est pas assez. Dans l'école non plus, il n'y a pas d'école. Notre langue, nous autres, c'est le Michif. Puis là, c'est tout français. Il faudra dire, ils m'ont demandé la légèreté, mais il n'y avait pas de consistance parce que c'est de l'argent tout le temps. Tu sais. Il faudra trouver l'argent pour travailler, pour venir ensemble. Le clergé, ils ont peur parce que ça veut dire de l'argent, mais il faut travailler avec la démarche qui a été faite. Il faut payer, venir avec votre poche d'argent, votre sac d'argent, aidez-nous. Il y a de l'alcool, il y a des drogues, il y a des prisonniers, il y a tout ça là, qui a été causé. Nous autres, pour 10 000 ans, on a été vraiment forts. Dans 3-4 ans, tout d'un coup, il y a de la destruction parce qu'ils ne nous ont jamais connus. C'est le temps qu'on compte notre histoire à nous autres. Merci beaucoup. Tu vois, Nathalie, tu me fais parler. C'est drôle. J'allais juste rajouter aussi que pour la réconciliation, il y a besoin, on a besoin d'une volonté. Alors, est-ce que cette volonté est là de la part de tout le monde ou est-ce qu'elle vient seulement du gouvernement et des institutions? Je pense aussi le terme réconciliation. Je sais que beaucoup de Premières Nations sont un peu inconfortables avec ce terme parce que pour eux, c'est 2 personnes en tort qui doivent se réconcilier, mais on ne sait pas si c'est égal de part égale. Alors, je sais que déjà là, c'est une différente perspective. Et c'est ça, il faut connaître l'histoire pour comprendre la situation des peuples autochtones. Et c'est ça, il faut juste connaître davantage. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'ignorance quant aux peuples autochtones, des non-autochtones qui ne comprennent pas les distinctions des différentes cultures autochtones au Canada. On dit Première Nation, on est des centaines, mais chose avec les Métis, on est très particuliers et on ne peut pas nous regrouper ensemble parce que ça ne fait pas de sens. Alors, il y a vraiment ces connaissances à apprendre. Il faut juste vraiment s'éduquer et il faut avoir cette volonté aussi. Alors,
on peut pas juste l'imposer. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et je savais pas que j'avais 2 cousins aujourd'hui. J'ai des liens de parenté avec Paul Garreau. On est cousins du côté ruelle de sa mère. Alors là, j'ai 2 cousins aujourd'hui. Alors, une bonne nouvelle pour moi. Merci. Merci, Catherine. Paul, justement, en cousin, est-ce que tu veux ajouter autre chose par rapport à la question de la décolonisation, de la reconstruction? Paul le cousin, c'est tellement le fun. Non, je trouve que vous avez tellement bien dit qu'est-ce qu'on doit savoir pour prendre action. Puis, puis aussi dire aussi qu'il y a beaucoup de joie dans la nation métisse. Puis comme Norman il dit là, comme ça, il y a tellement de joie qui amène dans la, puis de passion dans les conversations. Puis j'aime beaucoup entendre cette joie, cette genre d'esprit Michif là qui est là. Puis de faire la place pour cet esprit Michif dans nos conversations et dans nos institutions. Comme dans l'institution que nous travaillons, moi puis Nathalie, il y a beaucoup de joie dans l'apprentissage, puis de faire le travail pour la nation métisse. Puis dans ce cas-là, d'inviter les francophones à nous joindre dans cette joie, tu sais. Puis de faire des nouveaux cousins peut-être. So, yeah, merci. Moi, je trouve qu'on a bien dit toutes ces choses. Puis de voir ce regroupement-ci dans la francophonie, c'est fantastique. C'est quelque chose que j'aurais toujours voulu grandissant dans le village de Bellevue, où c'est qu'il y avait beaucoup de racisme. Moi, j'ai parti de Bellevue pour partir de ça, de sortir de là. J'ai parti de la Saskatchewan, de me retrouver à Montréal pour me sortir du racisme que j'ai vécu toute notre vie. So, pour moi, de revenir ici, Treaty 6, tu sais, la Homeland of the Métis Nation, c'est excellent. Puis de voir Norman, puis Catherine, puis Nathalie de faire notre travail comme ça, là, c'est right on, ça. Comme on dit, c'est right on, ça. Ce que je vais te le faire maintenant parce qu'il est rendu 10h30, c'est que je vais donner le mot de la fin à Normand dans 30 secondes. Mais je vais juste faire mon petit pitch d'organisateur avant. Donc, commencez par vous remercier tous les 4. C'était vraiment merveilleux. On fait juste commencer à parler. Tu sais, j'ai l'impression qu'on fait juste de se mettre à l'aise, de dire ce qu'on avait à dire, puis là, on arrête. Je chatais avec Paul tantôt, pardon, je clavardais avec Paul tout à l'heure. On parle de projets futurs. Il y a quelques années, Paul et Nathalie étaient venus. Catherine aussi a participé à ça. Je mets un lien ici dans le chat. On avait publié un numéro de revue. Si vous êtes à Regina, passez me voir. J'en ai dans mon bureau. On a déjà un peu échangé là-dessus aussi. Je travaille avec Normand, avec Catherine sur d'autres projets aussi. Donc, on va avoir des belles choses qui vont suivre tout ça. C'est vraiment beau de vous entendre ici. Après ça, donc à 11h, on va avoir 2 sessions. Là, il y a tellement de monde qui voulait participer. Normalement, je vous laisse parler après. On va avoir du temps. Ouais. Plutôt que des gens parlent. Il faudra que je pars parce que j'ai des autres assemblées à aller. Ça marche. La seule chose que je voulais dire, c'est ma parenté sur les 2 bords, l'autochtone, puis français, puis des autres, sont vraiment importants. Mais sans le français, sans l'écrit, les sauteux, je ne serai pas ici. C'est les autres qui nous ont fait notre nation. Mais on a commencé, mais nous autres, nous avons fait notre distinction nous-mêmes. Les Michif, ils ont fait ça. C'est ça que l'importance. On vient des 2, mais on a fait, nous autres, l'union, on a fait nos chansons, nos légendes, notre langue. Principalement, il faut célébrer tout ça, mais il faut célébrer nous autres mêmes premiers, avant de célébrer en dehors. Il faut commencer chez nous. Puis là, nous sommes libres d'ajouter et rejoindre et célébrer ensemble. Là, on parle de la langue, on parle de la religion aujourd'hui, on parlait de l'argent, on parlait le buzz, on parlait de toutes sortes d'affaires. Il faut avoir une structure de dialogue entre nous autres, là, parler, continuer. Ça ne peut pas arrêter, c'est qu'on veut continuer. Il faudra continuer. Visiter comme on faisait des années passées chez nous, on se visitait. Il n'y avait pas de téléphone,
il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas de technologie. On a fait bien mieux de communications qu'on fait aujourd'hui. Ça fait que les vieilles manières sont vraiment importantes. Il faudra boire du thé ensemble, du café ensemble, manger la galette, le rababou, du lièvre, venir visiter dans ma maison, dans ma table. La table ronde chez nous est bien plus importante que les grosses tables en dehors. Ça fait que c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, Normand. C'est vraiment une belle image pour terminer la discussion. Malheureusement, Nathalie, oui, allons-y. Je peux ajouter juste Oui, oui, je t'en prie. simplement, je vois que dans le chat, là, il y avait quand même des questions importantes. Moi, si les gens veulent nous contacter, personnellement, on peut toujours répondre. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, ça, j'allais dire. Dire ça, parce que c'est dommage, il y avait des bonnes questions. Hein. Oui, c'est vraiment des belles questions. N'hésitez pas, l'adresse web de Nathalie est disponible sur le site de l'Université d'Alberta. Vous pouvez passer par moi aussi si vous me connaissez. Malheureusement, on n'a pas le temps d'arriver à toutes ces questions-là. Ce sont des questions importantes. Hein. C'est qu'on continue de travailler. Donc, la question de l'histoire qu'on cherche à faire sortir aussi, hein, au niveau de la Société historique de Saskatchewan notamment, mais ailleurs aussi. La question de nos relations en français, en anglais, comment on fait hein, pour se parler au travers de différentes langues. La question aussi de l'héritage religieux, c'est très important hein, de voir comment on peut penser à ses ancêtres, aux gens qui ont permis la présence des francophones, qui sont un peu des héros pour les francophones, mais qui ont aussi participé de près à l'établissement des pensionnats, des politiques coloniales. Donc, on a des questions importantes. Hein? C'est l'histoire dont Nathalie parlait qu'on porte. Hein? Donc, ça aurait été bien d'avoir du temps pour en parler. Peut-être prendre 2-3 minutes pour en parler encore aussi quand je vais avoir fini mon petit pitch. Pour ceux qui doivent partir, juste vous rappeler qu'il y a 2 sessions concurrentes qui suivent ici. Donc, sur le même fil, si vous restez ici, on va revoir Nathalie, on va voir Cindy Godette, puis Hannah Bouvier, ainsi qu'Adina Boline, qui vont nous parler. Hein, on parlait de Half-Breed tout à l'heure. On parle de réimaginer l'histoire aussi dans l'Ouest. Donc, c'est un peu les mêmes questions ici. Et puis, en parallèle, vous parlez beaucoup des mêmes questions aussi. Hein, revenir sur l'histoire, parler des méthodes d'enseignement, la pédagogie immersive aussi. Donc, on doit faire un choix, malheureusement. Une ou l'autre session aurait très bien suivi celle-ci pour tout le monde. Alors, je vous engage à continuer avec nous, avec l'un des 2 fils ici. Donc, on a vu les questions dans le chat. Je vais suggérer de prendre un autre 10 minutes pour ceux qui veulent rester. Si vous pouvez rester pour voir si on peut répondre à ces questions-là aussi. Peut-être commencer avec Paul s'il y a des questions qui l'intéressent de plus près de ce qu'on avait dit dans le chat ici. Est-ce que tu parles à moi? Oui, Paul, je ne sais pas si tu as vu des questions dans le chat, si tu avais envie de répondre à une de ces questions-là par rapport à la brisure, c'est documenté, tout ça. Pourquoi ça n'a pas été documenté peut-être? La question de la langue de communication, surtout dans les milieux francophones, puis les questions de l'examen de l'héritage religieux peut-être. Est-ce que Nathalie, tu vas être présente toi, maintenant? Est-ce que tu peux répondre à ces questions? Parce que Nathalie, elle est historienne, elle connaît ça, les archives. Je connais certaines archives. Je connais rien, moi. Pour l'héritage religieux, je dirais que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je dis que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître l'importance de l'héritage religieux au sein de la francophonie. Il est évident, comme je l'ai dit dans ma présentation, que les Oblats, les Sœurs Grises, etc., ont joué un rôle très important pour la mise en place de certaines institutions, comme le campus Saint-Jean, la faculté Saint-Jean, certains hôpitaux, certaines écoles, etc. Donc, je pense qu'on peut reconnaître cet héritage-là, mais ce que je constate, c'est que souvent, on reconnaît cet héritage-là sans véritablement parler de l'impact que ces institutions ont eu sur les peuples autochtones et le rôle qu'ils ont joué
qu'elles ont joué, pardon, dans toute la question de la mise en place des pensionnats, etc. C'est sûr qu'on en parle beaucoup plus du fait de la commission de vérité et de réconciliation et aussi du fait qu'on a retrouvé des sépultures d'enfants de manière importante. Mais cependant, je ne suis pas persuadée que... je reviens sur cette idée d'inconfort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de francophones vivant en milieu minoritaire qui ont de la difficulté à accepter ces deux réalités-là. D'un côté, c'est de mettre de l'avant la francophonie, les succès de la francophonie, etc., et les luttes des francophones, notamment autour de la langue, autour de l'acquisition des écoles, etc. Et d'un autre côté, reconnaître qu'il y a ce bagage colonial. Mais je pense que c'est possible de faire les deux. Et le fait qu'on puisse reconnaître, que d'un côté, on reconnaisse l'importance du rôle que ces institutions ont joué, n'élimine pas l'autre travail qu'ils ont fait au sein même de la francophonie. Donc, c'est d'essayer de... alors, c'est-à-dire que quand, j'en parlais dans ma présentation sur Rouleauville, là, quand on parle de Rouleauville qui se situe à Calgary, c'est important aussi de souligner que les Premières Nations, les Métis, ont joué un rôle très important pour permettre justement à Rouleauville de s'épanouir. Mais quand on analyse la manière dont on présente le patrimoine, à travers des balados-diffusions, etc., on oublie souvent cet aspect-là. Donc, c'est d'essayer de pouvoir intégrer les différentes réalités. Alors, je vais m'arrêter. Puis aussi, je veux dire de voir le travail de Brenda McDougall, comment est-ce qu'elle fait vivre les relations métisses dans les archives et dans l'histoire, et de faire un focus comme hermeneutical focus sur le relationality, sur le relationnalisme qui fait central de l'identité autochtone et un ethos, une vision autochtone. So, pour elle, on rentre dans les archives, puis des fois, les archives peuvent être vraiment des places très dangereuses pour les Autochtones parce qu'il y a tellement une vision, une histoire coloniale. Mais pour elle, c'est comme nos ancêtres sont dans les archives, comme Catherine puis Normand. Comme la manière qu'on parle, on parle d'une histoire vivante. Puis c'est ça, comment est-ce qu'on devrait avoir un appui, une vision sur l'histoire qui est beaucoup plus comme plus de joie à travailler dans cet endroit de cette manière. So Brenda McDougall, son travail est vraiment excellent pour faire vivre cette vision. Je voudrais demander à Normand aussi si vous voulez parler un peu là, de cette question-là de l'héritage religieux, parce qu'il y a beaucoup de métis qui sont encore catholiques aujourd'hui, qui ont un peu cette double relation-là. Pour moi-même, je voudrais dire, on essaie de trouver des solutions dans l'école, dans l'Église, tout partout, dans toute notre vie. Il y a du monde qui sont troublés, mais ce n'est pas tout le monde qui sont troublés. Comme là, nous avons des citoyens de 80 000 qui vont rentrer dans la Métis Nation Saskatchewan. 80 000. Nous avons enregistré 24 000. Ce monde-là ne savent pas. Là, ils sortent là parce qu'ils ont été assimilés. Ils ont bien fait, hein? Ils sont résilients. Hein? Mais leurs histoires, on ne connaît pas. Il y a de la souffrance. Paul a mentionné sa souffrance dans sa communauté à lui, où est-ce qu'il est venu au monde. Ça arrivait à nous autres, tout à nous autres, ça arrivait. Ce n'est pas qu'on se sauve, mais il faudra aller ailleurs où est-ce qu'on fait une vie comprenable, une vie balancée, une vie de structure, une vie d'identité, de safety, comme on dit. On veut trouver ce safety zone, comme qu'on parle, tu sais.
les solutions, qu'est-ce que sont les solutions dans la langue qu'on parle? On veut préserver, mais c'est-tu safe aujourd'hui? Il faut qu'on travaille ensemble pour conter les histoires de Saint-Lazare, Sainte-Madeleine, toutes ces places-là. L'Église a été détruite, le monde y ont parti parce que le PFRA voulait mettre des animaux dedans puis sortir le monde pour rentrer des animaux. Où est-ce que la loi? Notre loi, la loi n'était pas pour nous autres, c'était une loi pour eux autres mêmes. Il faut parler des lois de l'Église, les lois de l'école, les lois. Nous sommes résilients, mais ça a été vraiment dur. Mais nous sommes ici. Hein? Ça fait que dans l'Église, on va compter au pape, là, les pères, les sœurs, les frères. Hey, vous avez détruit votre Église vous-même. C'est vous autres qui vous avez fait ça. Là, il faut qu'on aide la partie de réconciliation, d'aider. On veut-tu bâtir plus d'églises? Moi, il y a un des leaders, des métis de Manitoba, il veut bâtir beaucoup d'églises. Mais pourquoi bâtir des églises? C'est les églises qui ont fait le mal dans nos peuples. On va bâtir, nous autres, notre église à nous autres mêmes. On va prier comme on priait des années passées. Le chapelet est encore avec nous autres. L'eau de béni est encore avec nous autres. Le rameau est encore là. La chandelle est encore là. Quand les Premières Nations prient avec le feu, ben c'est la chandelle, c'est pareil. Le sweetgrass, c'est le rameau. C'est la même chose. Ça donne la boucane au bon Dieu. De l'eau, il faut avoir toute de l'eau pour vivre. Il faut avoir toute de l'eau. L'eau de béni ou l'eau qui n'est pas bénie, c'est de l'eau pareille. Il faut vivre avec de l'eau. Ça fait qu'il faut toutes ces affaires-là qui servent dans l'Église, mais parler de les plus. Comment est-ce que ma petite fille, là, qu'elle a 3 ans, qui a été à l'école l'autre jour à Westmount School pour apprendre sa langue, son identité, c'est triste quand il faut aller dans les écoles apprendre ta nation, ta distinction. Il faut qu'on ramène ça dans nos maisons, premièrement, avant de s'avancer dans les écoles. Ça fait que la religion a fait comme Nathalie a dit et elle nous a conté, leurs ouvrages ont été importants, mais nous autres, on n'a jamais été une partie de ça. La réponse est, il faut que nous autres, on va des leaders. Parce que ceux qui ont fait le mal ne peuvent pas l'aider. Ils ne peuvent pas. Il faut que nous autres qu'on fasse ça, nous autres mêmes. Là. On l'a fait pour 10 000 ans, puis 600 ans, on peut le faire encore. Ça fait que les autres qui ont fait le mal, il faut qu'ils coûtent à nous, premièrement. Autrement, on ne s'avancera jamais. Les tables rondes, là, c'est une bonne chose, les tables rondes. Mais si mes assiettes ne sont pas là, puis mon lapin, mon lièvre, là, on ne s'avancera pas. Il faut avoir le gros chaudron, la grosse marmite sur la table, là, puis le thé, puis la galette. Là. Puis là, ils vont connaître. Mais c'est ça, understanding, comprendre l'histoire. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'ai des associés avec moi. Là. Je ne suis pas seul. Là. Et je ne pensais pas que j'étais tout seul. Mais quand on est venu ensemble aujourd'hui, ça m'enforce. Ça me donne une bonne idée de travailler ensemble, de continuer ensemble parce que nous sommes vraiment forts ensemble. Ça fait que merci. Merci, Normand. Merci, Paul. Merci, Nathalie. Je vais finir avec une dernière question pour Catherine. La question de la langue d'échange. D'abord, la présence de Catherine ici montre qu'il faut se rappeler qu'il y a des porteurs de connaissances, des membres des communautés qui sont là aussi. Il n'y a pas seulement des aînés.
Mais je pense que la question de la langue de communication, la langue d'échange est vraiment importante. Je vais voir si Catherine a des choses à ajouter là-dessus. Hein. Tu as passé à l'école canadienne-française. Tu connais ce que c'est que de devoir tout faire en français? Oui, c'est drôle. Puis un commentaire sur les liens religieux. J'aimerais souligner l'importance des pèlerinages pour les peuples francophones et autochtones. D'actualité, le pèlerinage Saint-Laurent, Sainte-Anne. Alors, c'est toujours important. Et j'ai habité au territoire du Nord-Ouest, tout ce que je trouve que dans le Nord, il y a plus, c'est plus traditionnel et puis il y a toujours l'importance de la religion pour les peuples autochtones là aussi. Mais du côté linguistique, oui, c'est intéressant. Quand j'habitais au territoire du Nord-Ouest, il y a 11 langues officielles dans le territoire. Alors, 9 langues autochtones et l'anglais et le français. Et là-bas, on m'a dit, je parlais en français avec un ami et on m'a crié dans la rue, tu sais, parle anglais, mais c'est venu d'un autochtone. Et puis je me dis, on apprend les 2 langues de colonisateurs aussi. Et j'ai trouvé ça un peu drôle, mais je suis en quête et j'essaie d'apprendre le cri. Et c'est très important parce que les langues, c'est ça vraiment qui définit l'identité surtout, c'est la langue. Et on parle beaucoup de partage d'histoire. Ici, on lit les recueils métis, c'est des raconteurs. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette importance sur la langue, parce qu'on a des différentes perspectives. J'ai pris des cours de Déné aussi, parce que j'habitais dans le Nord. Il y a vraiment cette relation, et comme le cri, et le Michif, des relations sur notre environnement. Alors, c'est très lié à la langue. Et ça, c'est un gros morceau qu'on doit comprendre parce que ça va vraiment changer nos perspectives. Et c'est pour ça que ça devrait être accessible à tout le monde aussi. Et ça va nous aider dans notre souveraineté aussi si on regagne nos langues. Je ne sais pas si ça répond un peu aux questions, mais il y en a trop à partager. Mais ça, c'est mes impressions d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. On va arrêter là-dessus. Je vais quand même donner une pause à tout le monde avant la prochaine session. Donc, 2 belles sessions qui suivent à 11 heures, donc dans 10 minutes quand même. Alors, prenez le temps de bouger un peu, de vous lever. Moi, j'ai fermé mes courriels, j'ai mis mon out of office, la réponse pour la journée, pour être ici avec vous. Je vais tricher tantôt quand même. Je vous encourage à en faire de même si vous avez la capacité de faire. Pour ceux qui restent. Merci encore à Paul, à Nathalie, à Catherine, puis à Normand. On a beaucoup pu apprendre de vous. Merci à tout le monde qui était ici. Il y a des beaux messages dans le chat aussi que je vais conserver. Donc, passez, pour ceux qui doivent partir, passez une belle journée. Prenez soin de vous. Profitez bien du printemps qui arrive. Et puis, pour tout le monde qui revient, on se revoit dans 10 minutes. Hi, hi! Hey. Hi, merci. Bye. À bientôt. Bientôt.